Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, retour d'un hebdo comme vous en avez l'habitude. Voilà, après plusieurs semaines, il est de retour, mon compagnon de toujours. Comment ça va, Lucas? Aux abonnés absents comme Lasvel en playoff. Ça va très bien. Bon, vous l'avez vu, ça y est, on touche à la fin de saison. Il reste une journée. Mais l'info importante, c'est qu'on a le plateau du top 10. Donc, on connaît les équipes. On s'est dit, ça vaut pas le coup d'attendre, autant qu'on plonge directement dans le petit débrief de ces 10 équipes qui vont terminer la saison. On va parler potentiellement des places qu'elles peuvent avoir au classement. Et puis à la fin, je crois que Lucas, on va vous proposer un Le retour de la petit, rubrique. ouais, une petite rubrique avec un petit top de quelque chose. Bah alors, l'Asvel fera pas le play-in. Qu'est-ce Oh que c'est merde cette histoire, alors Lucas? Comment se fait-ce? Vous y attendez pas, hein? On vous a eu, hein? Non, on laisse de la place à la concu, c'est Alors les je me toutes sens les. pas concerné non plus, hein, par Non, qu'on en ah parle. non, je te jette la première pelle et tu creuses, hein. Et ouais, malheureusement, on va regarder. Au moins, on sera calme. Il y aura pas de tachycardie une fois de plus devant l'écran, le League Pass, le Squeak Pass, ce que tu veux. Donc on sera bien au chaud, tout sage. On refait un petit récapitulatif au cas où vous n'ayez pas vu le classement final, mais du coup on se retrouve avec l'Olympiakos premier, Fenerbahçe deuxième, ça se tire la bourre un peu pour la première place. Non, c'est toi, non, moi je veux, ah non, mais non, en fait non, la Je place veux pas la place maudite, pourrie. non. Troisième Panathinaikos, quatrième Monaco, et là on rentre dans le dur du dur. Cinquième place l'Anadolu Efes, sixième le Real Madrid, septième le Bayern Munich, septième Bayern Munich, huitième Barcelone, neuvième Zvezda et dixième Paris. Donc la petite minute, on applaudit Félicitations, Paris, bravo. bravo. On n'avait rien vu venir. Non, c'est beau, c'est beau. Première, faudrait regarder dans l'histoire, mais alors pour l'instant une participation au play-in, mais une équipe qui arrive pour la première fois en Euroleague et qui arrive en post-season, ça a pas dû arriver des masses non plus. Autant se satisfaire, d'autant plus ces petits moments cocorico, club français, ça fait toujours plaisir. Et du coup, De mémoire, pas eu un petit Monaco après leur titre d'Eurocup qui avait validé sa place ouais, mais il y via a des 3 clubs? équipes qui s'étaient fait jarter, donc c'est un peu. Ah, tout de suite, ça Ah, y tout de est. suite les grands mots là, ça y est. Non, c'est vrai, mais bon. On mettra ça entre parenthèses, je trouve. Et Avec le petit Astérix. du coup, tu l'as dit, Romain, il reste une journée et on aurait bien aimé détailler un petit peu. On aurait bien aimé faire les calculs comme on les faisait souvent les précédentes saisons de alors si telle équipe perd, telle équipe gagne, il se passera ça. Mais les probabilités sont quasi infinies, on va dire. C'est simple. Monaco peut finir septième, ils sont actuellement quatrième. Efes est cinquième, peut finir dixième. Barcelone est actuellement huitième, ils peuvent passer quatrième ou dixième. Le Real est sixième, ils peuvent passer quatrième à neuvième. Munich est septième, ils peuvent passer quatrième ou dixième. Zvezda est neuvième, ils peuvent passer sixième ou dixième. Et Paris, actuellement dixième, peut rester dixième ou monter à la sixième place. C'est quand même assez fou. Est-ce que, comme ça, de premier abord, t'as un sentiment que telle équipe pourrait monter ou sauter, bêtement? Pourrait monter Barcelone, parce que ils ont eu un petit creux à un moment donné, mais là je trouve que ça joue plutôt pas mal. Ils ont retrouvé une belle identité. Il y a des joueurs qui ont haussé le ton. Je pense au duo Brizuela et Para, qui fait vraiment plaisir. Donc Barcelone, j'aimerais bien limite une qualification directe. Mais le Real et l'Anadolu sont sur un rythme totalement différent. Le Real, ça y est, on sait pas ce qui s'est passé. Ils ont dû se dire les choses dans le vestiaire. Et finalement, ils jouent tous et au sens propre, puisqu'on en parlait tous les deux, le groupe est au complet quasiment. Donc ça fait plaisir. Donc Barcelone, je les vois bien monter. Peut-être un petit Bayern qui pourrait reculer. Ça a été un peu plus compliqué en ce moment.
le calendrier, le calendrier leur est pas trop favorable, donc La blessure de Booker peut-être ça peut aussi. reculer. La blessure de Booker, quand même, ça a forcé les autres à redoubler d'efforts, mais du coup, bah, tu le payes un petit peu cher derrière. Je suis Ouais, d'accord avec notamment toi. cette défaite là sur la J33 face au Maccabi où t'as Carson Edwards qui fait un peu tout, mais ça suffit pas. Et ils tombent sur une équipe qui avait rien à jouer sauf sauver l'honneur et ils l'ont bien fait, donc ça fait un peu de tâche dans le classement. Là, ils peuvent vraiment s'en vouloir, je trouve, c'est ce que j'avais noté d'ailleurs. On avait déjà décrypté un peu je crois que c'était les 8 derniers rounds, et on avait noté qu'Alain Delon avait le calendrier le plus facile. C'était Clash Data qui avait fourni la statistique, je crois que c'est 38% de difficulté, c'était de loin le calendrier le plus facile. Bon bah voilà, ils sont en 8-2 sur les 10 derniers matchs. Évidemment, ça te porte. On les retrouve à une place qu'on avait un peu imaginée en prévu. Je crois que je les avais 6e. Je me rappelle plus de ton classement, mais on était assez optimiste sur le sujet. Donc au moins ils ont fait le taf là-dessus, c'est clair. Le Real, j'avais à peu près le même ressenti que toi. C'est vraiment bon bah voilà, on y allait à l'expérience. C'est vraiment le run de fin de compétition à l'expérience face à certaines équipes pour un peu cacher toute la misère, je trouve. Après, on pourra souligner d'autres choses plus tard. Il y a des bons petits passages d'un tel ou de Monsieur Félix. C'est certain qu'ils doivent sentir que la fin arrive, donc faut vite retrouver une équipe l'été prochain. Mais je vais être aussi positif que toi sur Barcelone. Je trouve que malgré toutes les blessures, ils ont quand même prouvé un basket intéressant. Ils ont su un peu se retrouver. Penaroya a dû souffler une bonne fois pour toutes, mais surtout il y a un aspect qu'on va pouvoir discuter, c'est le calendrier. C'est Barcelone qui joue le dernier match de la 34e journée. Ils sont à domicile face à la Virtus, qui, même si se bat de bout en bout et a entre autres Oh, eux, éliminé. ils ont tous quitté le navire à peu près, hein. Mais ils ont éliminé Milan pour le plus grand plaisir. Ah, mais ça, je pense que ça leur faisait plaisir. Ils se sont dit, Ah bon, les ouais. gars, on est tous en vacances, mais celle-ci, si on peut troller Vous au me les max, on le fumez, les fait. frérots. Du coup, je te fais un petit aperçu de ce calendrier de la 34e journée. Ça commencera par Monaco qui joue l'Asvel à Lyon. Je l'ai noté entre parenthèses pour moi, mais je pense qu'avec Daniel Theis, ça sera compliqué pour l'Asvel de faire quoi que ce soit. Et Monaco a vraiment sa place à jouer. C'est pas comme si, tu vois, la dernière journée, tu pouvais te laisser glisser pour essayer de tomber quatrième, affronter le cinquième. Puis Là, je pour crois moi, qu'il y a un coach, il l'a là, le dernier match. possible. Tout ça parce que les joueurs veulent du repos, c'est ça, Romain? Je sais pas si t'as vu Ouais, la je crois qu'il l'a déclan, hein. Ouais. mauvaise. On a ensuite le Bayern qui affronte le Fenerbahçe. Là, j'aimerais bien avoir ton avis parce que je pense que Fener peut accepter de perdre et de glisser, mais c'est pas dans la Jassikevitude, on va dire. Non, mais surtout qu'en plus, enfin, Jasikevičius, j'ai l'impression que étant un coach éternellement insatisfait, je crois que pour lui, ils sont pas prêts encore dans leur tête. Ils sont en 6-4 sur les 10 derniers matchs, ils sont deuxième, mais t'as l'impression que Que vous Van jouez Gogh est tous comme encore des à merdes. travailler. Ouais, enfin, il y a ce sentiment. Et puis ils ont perdu contre Barcelone la semaine dernière. Moi, enfin, ils Pas vont pas serein. vouloir le lâcher, hein. Ils vont pas vouloir le Non, lâcher. Alors c'est après, il y a beaucoup de jeux de dupes. Je sais même pas si ça rentre en compte dans leur prisme, hein, mais cette fameuse place du con en haut, là, premier qui est maudite, là, je sais pas trop. Mais je crois que dans le caractère de Jasikevičius, il va pas envoyer les jeunes, hein. Je suis pas dans l'état d'esprit. Ça y est, chill, on attend les playoffs là, hein. non, je pense pas non plus. J'ai du mal à me dire que ce soit l'Olympiakos ou le Fenerbahçe, ils cherchent ouvertement à laisser la première place parce que étant au top de l'Euroleague, c'est pas l'état d'esprit qu'il faut avoir si tu veux gagner le titre derrière. Je veux bien qu'il y ait des gens qui sont un peu superstitieux, mais ça envoie pas le bon message, et d'autant plus que tu attaques la post-season derrière, même s'il y a une petite de dire aux gars, bon bah faites exprès de perdre ce match, comme ça on finit pas premier et on n'est pas maudit. Honnêtement, ça me paraît un peu particulier. Mais enfin bon. Pour le coup, l'Olympiakos va recevoir le Maccabi. Est-ce que tu vois une issue particulière? On a vu qu'ils ont un peu traîné, enfin ils se sont fait un peu rattraper par l'Alba Berlin après un lead de 21 points, mais ils ont quand même fini par gagner. Donc, je pense que ça va essayer de dérouler aussi. Je pense qu'ils peuvent gagner parce qu'intrinsèquement, ils sont supérieurs en tout point au Maccabi. Mais eux sont peut-être un peu plus dans le calcul.
tu penses? C'est de la pure spéculation. Il y a rien j'ai rien lu à droite à gauche. Ah bah non, c'est sûr que ça Après, va ils pas sont à la leaker. maison, ils ont peut-être pas envie de se prendre un espèce de vent par tous les fans qui vont râler en mode eh, foutez pas de notre gueule. Mais vraiment, en ce moment, l'Olympiakos, je les vois. On a fait le job depuis 6 mois. Maintenant, on attend tranquillement. On vous a fait croire que Moses Wright et Keenan Evans ne joueront pas cette saison, mais au final, attention. Ils ont balancé partout. Attention, Keenan Evans pourrait jouer contre l'Alba, puis finalement, il a pas joué. Mais je sais pas à quel point ils sont potentiellement dans le calcul. D'habitude, c'est très espagnol le calcul à ce niveau-là. Mais ouais, l'Olympiakos, je les vois un peu plus en claquette pour l'instant. Transition toute faite, tu parles d'espagnol. Le Real qui se déplace à Belgrade contre le Partizan déjà éliminé. Un beau... Oh, c'est joli quand même pour finir la saison, tout ça. Franchement, t'as pas envie de voir le Partizan à fond les manettes juste pour saouler le Real et les forcer à aller en play-in, même si ça Bah, dépend de beaucoup de choses. oui, mais si. Puis bon, même si c'est pas le même groupe du tout, il y a encore le supflex de Yabusele de la dernière fois, à mon avis. Non, mais en fait, je pense que si le Partizan et je pense que professionnels comme ils sont, avec le coach qu'ils ont, ils vont le jouer à fond. Ils sont à la maison devant leur public, c'est le Real. Ils veulent pas passer pour des tanches, même si des fois on s'est demandé. Mais non, ils vont essayer de le jouer à fond. Et puis oui, effectivement, peut-être que inconsciemment, le fait d'envoyer le Real au play-in potentiellement pour un derby, ça peut être sympa de se dire allez, oh, on va troller. On va voir un Koprivica qui va prendre le dessus sur Tavares, on va faire waouh, il a joué, il est fort. Donc non, mais le Partizan, ils vont essayer de bien finir parce que c'est le dernier de la saison et puis après ciao les vacances et puis rendez-vous en finale d'ABA pour se faire rouster par Zvezda parce qu'ils ont des petites notes et puis voilà. Donc non, ils vont essayer de sortir comme il faut devant leur public. Les joueurs pourront faire leurs adieux aux fans parce qu'il y en a, ils vont dégager Fissa et puis voilà. J'aime bien, tu poses tout doucement les bases d'une prochaine question qui va arriver très vite. J'aime bien, j'apprécie l'humeur. Pour finir cette première partie de J34, on aura Paris qui reçoit l'Alba, donc à la maison. Bon, c'est quand même la meilleure des configurations pour aller tranquillement se sécuriser un spot. On le rappelle, ils peuvent finir 6e, ça serait vraiment le meilleur des cas pour eux. Ouais. Objectif, pas trop se cramer non plus face à une équipe où tu es censé gagner, éviter le scénario qu'on vient de voir de l'Olympiakos. Et puis, En sachant qu'il faudra quand même jouer à un minimum et pas craquer, parce que l'Alba, même une dernière place, etc., on a vu qu'ils ont essayé d'accrocher ça l'Olympiakos. jouera tous les matchs, ouais. Ils ont joué, ils ont un nouveau coach qui est en place. Lui, il est pas dans le calcul, donc autant dire qu'il est en train de préparer la saison prochaine. Il est en train de poser ses fondations, donc non, ça risque de jouer. Après, on n'est pas non plus à l'abri. Paris, ils vont jouer très clairement leur chance et puis ils sont capables de leur en passer 30. Hein. Mais disons que l'Alba jouera, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est là où ça doit devenir très intéressant, c'est le fait que ça soit sur 2 journées. Est-ce que on va avoir des équipes plus calculatrices justement sur le vendredi, puisqu'on a l'Anadolu qui reçoit Kaunas, Panathinaikos qui reçoit Zvezda, et du coup, je l'ai dit, Barcelone qui reçoit Virtus. Compte tenu des résultats du jeudi, on risque peut-être d'avoir des attitudes un peu plus calculatrices, manipulatrices. Est-ce que tu le vois comme ça, ou ça va être plus ou moins tout le monde joue et puis allez à Acta Est? Actuellement, peut-être le Pana regardera gentiment les calendriers, puisque le Pana, en étant actuellement 3e, ils regarderont justement cette 6e place, vu que ça va être la confrontation directe en play-off pour eux. Donc peut-être qu'ils regarderont gentiment tout ça. On sait que le Barça, le vendredi, ils auront déjà toutes les réponses. L'Anadolu, je pense qu'au-delà d'une place à conserver, c'est une dynamique à entretenir. Ils sont sur un bon mood. Tu l'as dit, ils avaient peut-être un calendrier facile, mais Banqui est arrivé en cours de saison. Il a fallu revoir la hiérarchie. Donc en fait, tout est en train de se remettre en place. On l'a vu, Dosier incroyable. Poirier, je pense, a définitivement pris sa place
Dans l'effectif, on voyait Oturu un peu en dedans. Vince a fait grave le taf. Thompson est de plus en plus le meneur numéro 1. Donc ouais, peut-être le Pana, qui eux ont globalement déjà un œil sur la 6e place, parce que bon, le Pas Pana si ils peuvent. faut pas perdre le match non plus. Si tous les Astros s'alignent, Zvezda peut finir 6e justement. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même le Pana, ils vont regarder juste d'un œil. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé hier? Nous, si on gagne, ok, on risque d'être 3e parce que bon, on l'a dit, hein, le Fener, je les vois pas trop, se tromper. L'Olympiakos non plus, donc ça devrait être figé sur les 3 premières places. Donc eux, ils ont peut-être quelque chose à regarder. Les autres, un peu moins dans le calcul. On va pouvoir passer à la suite. Est-ce qu'à tes yeux, on va relancer une fois de plus cette question, ce débat, est-ce que c'est la saison la plus relevée de l'histoire moderne de l'Euroleague? Je t'ai mis à côté la plus condensée, la plus intense. Appelle ça comme tu veux. Je pense que tu comprends où je veux en venir. Qu'est-ce que t'en penses? Après, je te donnerai mon avis. Je suis mitigé dans le sens où peut-être la plus intense sur cette fin de saison, sur les positions pour le play-in, qui est là depuis, c'est quoi? Ça fait la 2e saison qu'il est là, le play-in. Donc oui, on a eu longtemps, que ce soit entre les places 4 et 8-9 ou même de 9 à 12-13, c'était très intense. Donc ça, oui, peut-être dans ce format actuel. La saison la plus relevée, je suis pas sûr. J'ai un sentiment mitigé sur la saison où j'ai kiffé certaines choses, mais je sais pas, dans l'ensemble, j'ai pas cette petite flamme de waouh qu'on a pu avoir les saisons précédentes. J'attends de voir peut-être l'apothéose des playoffs et du Final Four. Mais disons que d'un œil, voilà, de mec qui suit ardemment l'Euroleague, pardon. Oui, j'ai eu des enseignements. On a repéré des joueurs, on a repéré des fonds de jeu, on a vu du très bon basket. Mais j'ai pas eu ce truc de oh waouh, j'en prends plein la gueule toutes les semaines, c'est incroyable, wouhou, wouh. Non, j'ai eu plus mitigé à ce niveau-là, donc pas forcément la plus relevée. Mm. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que en fait, le fait d'introduire le play-in te force à aller chercher les 8, 9, 10e places, ce qui en soi te donne l'impression de rajouter de l'intensité dans la compétition, mais comme on l'a vu l'année dernière, il y a quand même une hiérarchie qui est relativement respectée. Je trouve qu'on a vraiment une équipe ennemie qui est au-dessus absolument de tout. 3-4 qui suivent un peu au rythme de croisière parce qu'ils savent très bien comment faire. Et tu vois, si on prend l'Anadolu ou même le Real, c'est des gros groupes qui savent tenir la longueur de la saison, euh, surfer un peu ces vagues compliquées. Et quand bien même on a cru que ça allait pas le faire, ça finit par le faire parce qu'ils ont l'habitude. Et il n'y a pas de sentiment vraiment d'urgence. Et tu vois, c'est aussi ce qu'on s'était dit, je crois, pour Paris, mais donc on les attendait pas forcément à cette étape-là. Mais le plus gros de leur saison remonte quand même à la première partie, et la deuxième est beaucoup plus compliquée face à je veux dire, la série de 10, c'est globalement des équipes qui sont pas dans le top 10, et ensuite tu perds face à des équipes qui sont tes adversaires directs, et tu n'arrives pas à gagner pour de multiples raisons, mais surtout ton adversaire, lui, a l'expérience, l'habitude, et s'impose sans trop de soucis. Moi, j'ai souvenir d'il y a 2 ans, D'un cette tir fameuse saison, je miraculeux de crois. NHD. Je me rappelle de la saison, je crois que c'était les 2 ans en arrière où justement Baskonia était aux portes des playoffs. T'avais Kaunas aussi, et on suivait un peu ces modèles-là. Celle-là m'avait laissé une vraie grosse impression. Celle-ci, je pense pas que je te dirais la plus relevée. Et pour finir cette conversation qu'on a, est-ce que c'est la ligue la plus compétitive au monde selon toi? À mes yeux, oui. Parce que si on devait prendre le parallèle avec la NBA, il y a toujours une grosse bataille en général à l'Ouest depuis quelques saisons pour le seeding. Mais quoi qu'il arrive, la conférence Ouest n'est pas la NBA. Donc si on prend dans la globalité, je trouve qu'il y a aucune autre ligue où tu te dis que voilà, c'est serré jusqu'à la 12, 13e place.
à ce point-là. Le fait d'avoir aussi que 34 matchs joue certainement aussi dans cette optique-là. Si l'Euroleague en avait 82, il y en aurait certainement certains qui fileraient du load management. Les attitudes, on les voit déjà, par exemple, chez le Pana ou autre équipe. Mais pour moi, ça reste la plus compétitive à l'heure actuelle. Oui, je te rejoins sur ce point. Pour moi, il y a pas vraiment de débat. Laissez-nous en commentaire votre avis. Je serais bien curieux d'avoir ça parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent soit leur équipe De tout. préférée, soit la NBA, soit la Pro A et qui est Betclic Elite, pardon. Et puis c'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'on fera, enfin si ça vous intéresse, on fera un épisode, je pense, récapitulatif pour revenir un peu sur toutes les saisons de chaque club Euroleague, de vraiment pouvoir prendre le temps de se dire bah voilà qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, est-ce qu'on aurait pu En se faire quelque basant chose sur nos autrement. previews aussi, Et en revenant probablement. aussi sur ouais, les takes qu'on a pu avoir, nos avis, revoir aussi le power ranking, parce que pour l'instant, tu vois, il y a 2-3 positions, je sais que c'était plus ou moins ce qu'on avait imaginé tous les deux, et Ouais. ça reste intéressant de pouvoir faire un peu le point, et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Romain, je te lance un peu dans le bouillon, on a vu du coup les 10 équipes du classement, mais ça veut dire aussi que à la 11e et la 12e place, voire même 13e, il y a des déçus. Deuxième place, c'est le Partizan qui se retrouve kické. On était quand même les premiers emballés. On était là à se dire bon bah c'est bon, la dynamique est bonne, ça va le faire. Ils vont le faire. Et ben ils l'ont pas fait. Qu'est-ce Ah, qui ils n'a l'ont pas pas fait, marché? non. Ou bizarrement, sur la période où ça allait bien, le Partizan défendait extrêmement bien. Mais là, ça a volé en éclats parce que tu défends plus avec la même intensité. T'es Carlik Jones dépendant plus parce que là, des fois, je revoyais des flashs du mauvais Mike James et du mauvais Monaco. Il y a des joueurs qui ont soit disparu, soit il y a des joueurs qui ne se sont jamais réveillés. Lundberg a été, je pense, la pire erreur de casting C'est de fou, hein. l'année du côté du Partizan. Nilikina n'a pas confirmé ce qu'on attendait de lui, et en même temps ce qu'on attendait de lui n'a pas été clairement imposé pour son style de jeu, où il s'est pris pour Stephen Curry à des moments où il essayait de sortir des écrans et de prendre des 3 points. Le secteur intérieur, Tyreek Jones a été à la hauteur. Brandon Davis a fait du Brandon Davis, Fidèle c'est-à-dire à que lui-même, oui. fort face au faible, faible face au fort, ou alors on savait que c'est Aaron qui l'avait dit un jour, on sait que le mec il va avoir un 30-35 déval dans l'année et puis après t'es terminé. Donc l'opération changement à 99% de l'effectif a raté. Marinkovic, le capitaine, Absent. a été très transparent. Voilà, Pokusevski a fait des trucs, mais tu sens qu'il est, je pense qu'il est pas connecté et mentalement prêt dans un club comme ça. Donc Au déçu non, final, parce que longtemps j'avais dit que j'y croyais pas. Voilà. Où j'ai été très mesuré longtemps. Donc pas spécialement surpris de leur place, mais un peu déçu parce qu'ils ont montré tellement de choses que en fait tu te dis bon bah mentalement c'est des chips pour certains, et voilà. Donc bien fait pour nous, et on en parlait avec Boyan en message privé, on n'arrête pas d'échanger. En fait, est-ce qu'il faut remettre en cause Obradovic? Oui et non, parce qu'à un moment donné, il prouvait encore qu'il avait 15 ans d'avance, mais des fois, il prouve qu'il en a 8 de retard sur certaines séquences où mentalement, il lâche aussi, où tu laisses Carlik Jones faire n'importe quoi. Donc non, faut pas forcément le changer tout de suite, faut commencer à y penser, mais surtout là, faut pas repartir à zéro. Il y a une belle base, il y a des bons joueurs, faut juste compléter avec des chiens, peut-être compléter avec des gamins du cru, avec du Serbe, ou avec des vrais chiens. Sterling Brand, il est sur le point de prolonger, ça me va très bien. Donc voilà pour le Partizan. pour revenir sur le côté serbe, je trouve qu'au final, celui qui a le plus épaté, performé, c'est celui auquel on s'attendait pas et qui a fini par disparaître complètement de la rotation aussi. S'il a La kick, Kick, je veux dire, on envoie du bon, ça apporte en défense, ça te met cette âme, cette essence que tu cherches justement à pouvoir essayer de lier avec tous ces Américains, et du jour au lendemain,
plus rien. Disparition totale. Lakic, Nakic, Koprivica, j'ai pas compris. Koprivica, il domine en ABA. Alors oui, c'est pas le même niveau, mais Il a tu été vois qu'il est MVP pas manche. il y a Tu 2 vois journées, je que crois. ouais, c'est ça. Et il fait du sale. Il est athlétique comme pas possible. Donc oui, il est pas forcément encore au niveau des très grands pivots de l'Euroleague. Mais je veux dire, on voit assez de pivots où sur pose d'écran, rouler, passe lobé, dunker, putain, ça, il sait le faire. Donc pourquoi on l'utilise pas? Et après, Nakic et Lakic, j'ai pas compris en fait, parce que Nakic est capable de faire bien beaucoup de choses. Il est capable d'être ultra complet. On a préféré lui mettre du Lundberg, qui lui a été complètement transparent. Et Lakic, bah, t'en parlais même mieux que moi, donc je sais pas. Pas C'est compris la fou. gestion. C'est fou, ouais. Pas compris la gestion et j'ai bien peur que le club se retrouve un peu dans une complaisance toute particulière. Et je l'ai noté comme ça, mais tu le dis bien mieux que moi. Est-ce que Jelko doit partir? Oui, selon moi, partira-t-il? Non, parce que j'ai l'impression que le club est figé dans la glace, dans l'ambre depuis un moment, avec un mentor qui a beaucoup trop d'aura, et tu te retrouves un peu, bah, le cul entre deux chaises, à pas trop bouger, et en même temps t'activer beaucoup trop sur des équipes à vouloir reconstruire constamment. Là, probablement, tu parlais de Sterling Brown, mais quid des autres gars? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de monde qui a pas dû passer la meilleure saison de leur carrière professionnelle. Il me semble que beaucoup de contrats étaient quand même sur du très très court terme. C'était 1 ou 2 ans. Donc tu peux te retrouver encore à devoir faire du shopping, devoir enfin rabibocher un peu du monde. Je trouve que le Partizan est dans une drôle de posture, contrairement à l'équipe qui est à la 12e place, l'Olympia Milano, du coup. On va pouvoir tapoter un peu, rigoler un peu plus, mais Si je peux compléter ce que tu disais avant de passer sur ouais, Milan, vas-y, bien sûr. Bojan, on en parlait avec Bojan du cas Partizan Obradovic. France. Il faut aussi, voilà, Partizan France, il faut aussi prendre en compte qu'Obradovic a une charge énorme sur les épaules, parce que lui souhaite bien faire dans son club de toujours, là où il a réussi très tôt dans sa carrière de coach. Donc il y a cet héritage qui est très dur parce que lui veut réussir. Les fans et le club ont beaucoup d'attentes. Il y a aussi, c'est lui qui me disait ça, il y a aussi beaucoup d'attentes et beaucoup de politique qui tournent autour du club. Donc en fait, on se rend pas compte du poids qu'il y a sur C'est un ce serpent qui se mord la queue, poste-là. hein. Voilà, c'est vraiment très lourd sur ses épaules parce qu'on voit que lui veut réussir, le club lui demande de réussir, de retrouver une gloire passée avec ces effectifs-là, mais dans un monde qui a complètement changé pour eux, pour nous, pour le basket. Donc il y a ça. Et ensuite, là, on voit les premières rumeurs de départ. Brandon Davis est potentiellement sur le départ. Nilikina est potentiellement sur le départ. Dwayne Washington est potentiellement sur le départ. Ce qui m'ennuie beaucoup parce que lui a prouvé des choses, lui a montré des choses contrairement à Nilikina. Mais je pense que, et c'est là où je rejoins ce que tu disais, c'est peut-être celui qui a passé l'année la moins rigolote de sa carrière. Peut-être Lundberg aussi, mais Lundberg, lui, il a pris beaucoup de temps de jeu pour pas grand-chose. Ouais, beaucoup d'argent aussi. On peut continuer sur Milan, du coup. Et bah, je sais plus où j'en étais exactement, mais tu vois, mon ressenti vis-à-vis de Milan, c'est que on s'attendait, on espérait un peu parce qu'il y avait quand même ce tandem avec Ledé et Mirotic qui marchait bien, mais j'ai quand même tendance à ricaner parce qu'une fois de plus, Milan avec un effectif 5 étoiles et Monsieur Ettore Messina ne fait pas le play-off, les play-in, mais il y a quand même un peu de jurisprudence parce que bonjour la taille de l'infirmerie. C'est simple, les 3 joueurs qui ont fait le plus de matchs joués cette année, c'est Ledeck qui n'en a loupé aucun. Et derrière, c'est Harmony Brooks et Gigi Ricci qui sont à 31 matchs joués sur la saison. C'est quand même compliqué. T'as 4 matchs seulement de Josh Nebo, t'en as 22 de Causeur, 25 de Bolmaro, qui étaient bah, quasiment tes recrues. Dimitrievich, ça n'a pas du tout marché. Donc en fait, ils ont quand même eu pas mal de blessés, quoi. Donc c'est compliqué. Tu dois un peu rafistoler. T'as le Paris Gillespie, non pas Gillespie, McCormack, Ousmane Diop. Il y a rien qui bat. T'as beaucoup de mouvements. T'as Magnon qui débarque. Donc tu te dis ouais bah t'as un peu cette impression qu'ils ont fait au mieux avec une rafale de mauvais moments à passer.
Moi, j'ai quand même envie de leur dire, faut peut-être investir un petit peu dans un staff médical, vu les nombreux retours qu'on a et puis vu les soucis que ça donne. Mais pour une fois, je vais pas être hyper exigeant avec eux. Ils ont proposé du beau basket par moment, ça a pas fait, ça l'a pas fait. C'est quand même dommage de finir sur une pile de 20 pions face à la Virtus, quoi. Je suis forcément moins gentil avec eux et pour une fois, je vais pas me baser que sur mon avis perso, puisque comme tu le sais, nous, on a des retours en interne via Fabien, et de ce qu'on en a compris, ça restait quand même, assez compliqué dans la Le gestion du cirque. groupe, dans la façon de jouer. Quand vous avez un joueur, expérimenté comme ça, Expérimer. expérimenté comme lui, qui se dit: «Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils ont pas regardé comment je jouais toutes ces années». C'est dur pour un coach qui est Ettore Messina et qui est, Spurs Basketball, et qui est, grosse expérience, ancien champion, tu vois? Bah, ça fait chier, quoi. Là, oui, on peut dire qu'il y a eu des blessures, très bien, comme dans pas mal d'équipes. Eux, ils en ont peut-être eu un peu plus que d'autres, ce serait à vérifier, mais à un moment donné, ils se sont aussi globalement bien foutus de notre gueule quand même, hein. Je rappelle Super. qu'on en a dit du bien. On en a dit du bien. Un On jour a sur dit deux, le il y a une petite... Demirotic. On a dit le Demirotic, c'était cool. Attention, on a dit du bien. Même moi, je me suis surpris à en dire. Mais à un moment donné, quand on se fout de ma gueule, j'aime pas ça. Et même constat, est-ce que tu t'attends à des... Alors moi, je m'attends quand même à une belle vague de départ, comme d'habitude, parce que c'est quand même un club où ça bouge énormément. Est-ce que Ettore Messina, une fois de plus, devrait partir? La question se pose pas, mais c'est La lui qui a les question... pouvoirs, donc il va pas Ouais, s'auto-virer. est-ce que je me jarte? Non. On va se prolonger encore sur 5-6 ans, hein? Ouais, Ce qui- on connaît Mais l'histoire. ce qui est terrible, hein, pour eux, c'est terrible. Et du coup, à 13e place, on retrouve le Žalgiris Kaunas avec 15 victoires et 18 défaites. Est-ce que tu veux en dire un petit mot ou on passe directement à la chronique suivante? Un peu déçu dans le contenu. L'effectif, avait les moyens de lutter pour la 10e place, mais assez déçu de Trinchieri et ça fait mal de le dire, mais assez déçu dans la gestion de son groupe et dans ce qu'il en a fait sur le terrain. Beaucoup trop dépendant de Francisco. Francisco, parfois trop dans sa bulle pour écouter ce que son coach dit. Encore une fois, vous regardez les matchs, vous regardez Trinchieri, il y a des choix, des annonces de système où il fulmine sur le banc parce que c'est pas le bon truc annoncé. La partie Walker à oublier. Isaiah Wang, j'aime beaucoup. Donc un peu déçu dans le contenu, mais j'attends l'année prochaine, j'attends leur été pour voir s'ils vont garder la même base et compléter, repartir avec un bon Wong, faire travailler Francisco. Donc voilà, j'en attends beaucoup pour l'année prochaine. Et j'espère qu'il signe une personne avec de vraies assurances de scoring, pur et dur. Peut-être que Servidis va passer un step cet été, offensivement parlant aussi. Mais J'aimerais, à moins qu'il y ait une Maison Blanche qui vienne dessus. non, bah, mais je trouve que malheureusement en Euroleague maintenant, tourner à 75 points de moyenne, même si tu défends super bien, c'est Non, plus viable en fait. non, non. Faut passer à du 80-85. Et c'est pas via des flashs de Francisco et d'Alen Smilagic que ça va malheureusement s'opérer à chaque soir. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la suite. On a fait vraiment le tour des 12-13 équipes de la ligue. Du coup, pour finir cet épisode, cet hebdo, ce récap, appelez ça comme vous voulez, bah, on va reprendre en fait la petite chronique qu'on s'était fait la dernière fois. On était parti sur les meilleurs, c'était front courte. C'était Backcourt et Frontcourt Et bas qu'on avait courte et fait. front court, pardon, oui. Donc là, on s'est dit, bah, c'est toi d'ailleurs qui me l'as proposé. Est-ce qu'on se ferait pas juste les meilleurs duos de l'Euroleague? Le concept est simple. Du coup, on a chacun un choix et on s'est chacun pris une wildcard à côté, histoire de voir si, bah, justement, on va être un peu raccord. Je t'avoue que, bah, je te l'ai dit tout à l'heure en privé, je n'ai pas mis mon choix numéro un parce que je pense que ça va être le tien. Et je pense que le deuxième choix sur lequel je me suis rabattu sera probablement le deuxième que tu auras eu à l'esprit. Ça sera peut-être plus intéressant de voir ce qu'on a en termes de paires supplémentaires, carte blanche, joker ensuite. Romain, pour toi, quel est le meilleur duo de cette saison Euroleague? Probablement qu'on va dire que
je triche, mais pour Aïe, moi, aïe, c'est aïe. Kendrick Nunn, Mathias Le Sort. Tout seul. Ah non, vraiment? Aïe, aïe, aïe. Non, selon les mots d'Ataman, il faudrait vraiment un miracle et qu'ils aillent très loin pour le revoir sur le parquet cette saison. Mais pour moi, il n'y avait pas. Enfin, t'as le duo ultime d'une Euroleague qui joue comme ça maintenant. Et puis t'as le format de poche, costaud comme pas deux, capable de tout faire, qui va probablement casser les pieds à un bulgaro-gréco-chyprioto pour le titre de MVP. Donc moi il y aurait eu Le Sort toute la saison. Voilà, donc c'est un peu triché, d'accord, ok. Ouais. Mais pour moi c'est le meilleur duo et le peu qu'on a vu, ils ont démonté tout le monde. D'accord. Bah, tu vois, je pensais que tu allais me donner un autre duo clair et net. Intéressant. Tu vois, pour le coup, je vais spoiler un peu, Je mais t'ai déstabilisé. non, non, parce que pour une fois que c'est toi qui triches et pas moi, donc ça va, quoi. Faut bien changer Mais un tu peu. verras ma mention, il y Ouais, a, du coup, ta il y a mention, un ça sera autre. mon choix logique, j'imagine. Je pense. Mais et cet homme est plein de surprises, décidément, en Mais 2025. oui, ça change un homme. Et du coup, je te spoil, mais moi, j'ai Kendrick Nunn et personne, en fait, parce que du coup, j'ai pas voulu tricher étant donné que le sort n'a pas fait beaucoup de matchs cette saison. Et en fait, quand je regarde le Panathinaikos, je ne me dis pas que Kendrick Nunn est tel autre mec. Je vois Kendrick Nunn tout seul. Alors oui, on a du très bon Juancho Hernan Gomez. On peut très bien l'associer avec Sloukas, avec Jerian Grant pour avoir un aspect défensif, mais j'ai pas ce sentiment de symbiose, d'osmose, de ok, c'est deux gars ensemble contre le reste du monde. Ce qui fait que bah, j'ai pas pu. Non, mais pour moi, c'est vraiment la notion de duo. Il faut qu'il y ait une Oui, certaine non, mais je complémentarité. suis. Et c'est pour ça, bah, du coup, je te le donne. Moi, je pensais que tu allais me dire Fournier Vezenkov. Bah oui, je sais que t'y pensais. Et Mais du en coup, plus, très honnêtement, celui-là, je l'ai mis, mais vraiment dans des mentions lointaines. c'est fou parce que tu as parlé de Pipo et Mario toute l'année, que ce soit Mais je sur les sais bien. réseaux ou sur WhatsApp. Mais et là, on retrouve vraiment une complémentarité. C'est-à-dire que tu as le mec qui est capable de prendre le ballon en main, de s'occuper d'absolument tout. Celui qui joue que en off-ball. Et voilà, pas forcément une paire 1-5 quoi que ce soit, mais je suis très curieux. Et du coup, tu vois, moi, je suis parti sur mon deuxième choix qui me semblait le plus obvious. Même s'il y a un des joueurs qui n'en a fait que 25 matchs, qui s'est blessé, que c'est un peu tombé dans l'oubli, mais pour moi, c'était vraiment le duo Tango et Cash, c'était Carson Edwards et Devin Booker. Ouais, ça, je suis d'accord. C'était, Pour moi, c'était vraiment... c'était, c'était aussi un de mes choix. J'ai hésité entre Nunn Le Sort et Edwards Booker plus que Fournier Vezenkov. Après, les goûts, les couleurs. Mais je me suis dit, l'Olympiakos et Vezenkov Fournier, c'est tellement aussi dépendant d'un système qui a trop bien marché. Alors que tu vois, Booker Edwards, ils fonctionnent tellement parce que c'était leur base en fait. Mhm. Début de saison, s'il n'y avait pas les deux, c'était terminé. Donc moi, je valide ton choix, hein. Grandement même. Et du coup, je suis un peu triste qu'il se soit blessé. Du coup, alors, il est revenu, mais je pense qu'il est tombé dans l'oubli des votants. Mais attention, Devin Booker, normalement, c'est All EuroLeague First Team, hein. Ça le sera probablement pas parce que les gens ont la mémoire courte et qu'il s'est passé 10 matchs du coup sans le voir, mais enfin, voilà, fallait vraiment se mouiller la nuque quand les deux débarquaient en ville, quoi. Du coup, Mm. pour récapituler, moi j'ai du coup Carson Edwards, Devin Booker, t'as Kendrick Nunn, Mathias Le Sort. Quel est ta Ouais. wildcard? Et ben ma wildcard, ça aurait pu être Vezenkov Fournier, mais je viens de m'expliquer. Et du coup, je Le fameux triche Hermanson. All-in-Day. Non, je triche un peu parce qu'il n'y a pas assez de matchs, mais Mike James Daniel Tace, désolé, mais en termes d'impact, depuis que le tonton allemand il est arrivé là, C'est fou, il hein. faut voir ce que ça donne, hein. La relation Mike James, j'ai même l'impression qu'il s'est un peu oublié parfois, mais parce que il y a un Gugus qui est capable de tout faire. Short roll, finir, short roll, donner ligne de fond, short roll, avoir la vision du truc. Il défend comme un gogol, il s'envole des fois, il met des contres. Je me suis dit, mais attends, mais d'où il a ces qualités athlétiques là? Il a mis des espèces de contres de l'espace. Je sais pas, je trouve que Il le a truc retrouvé une envie fonctionne de jouer, bien. hein. Ah, mais c'est excellent, enfin, je sais pas. Et du coup, c'est dommage qu'il y a peu de matchs et peu de. Mais moi, c'est ma wildcard. Mike James Daniel Tay, je prends mon kiff à chaque fois. Ils sont à plus 17-4 de rating quand ils sont ensemble sur le terrain. Voilà,
tranquillou. Des tueurs. Alors que Mike James a fait moins de 2 pires la semaine dernière, mais bon. Mais ouais, bah, je l'ai pas mis une fois de plus. T'as vraiment triché de A à Z hein, sur cette chronique. C'est Ouais, moche. C'est moche. ouais, mais j'ai la vision. J'ai la vision. Ouais, par contre, je suis d'accord avec toi. C'est fou, du coup, pour parler de Daniel Theis, à quel point ça a rebattu les cartes de la distribution des minutes sur la position de pivot. C'est-à-dire que Moteyunas n'existe plus. il porte déjà du vert. Il est encore sur le banc, mais il porte déjà du vert parce qu'il va aller signer à Kaunas. C'est un truc de fou. Hein. Mam Jete qui est du coup passé deuxième. Papa Yanis qui est en train de pleurer parce qu'il se rend compte de toute la bonimie actuelle. Mais attention, hein, là, celui qui va devoir se manger Monaco, tu dois te prendre Daniel Theis sur 5 matchs. Oui, oui, oui. Oui, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il nous fait la danse du monégasque? Il y a une chanson qui est sortie sur Monaco que je n'écoute pas, hein, mais j'ai vu que ça dansait comme ça, donc bref. Et du coup, bah, moi, j'avais plein de petites wildcards, j'ai pas pu me décider, c'est à moi de tricher. Du coup, tu sais quoi, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 4, tu me dis oui ou non. Pense. Fallait que je fasse le homer, mais Théo Malédon et André Robertson. Ouais, ça, je valide. Tonton Robertson, mon gars. Mais vivement cet été, parce qu'on va en reparler tout l'été pour savoir qui va se l'arracher à prix d'or. C'est fou de se dire à quel point tout peut changer juste avec un seul mec dans un roster. TJ Quelle Shorts. ville va recevoir Rachel Demita aussi? Tu as des problèmes, toi. Tu m'as entendu, TJ Shorts et là, honnêtement, je me suis dit, bon, alors qui je mets Lequel? J'ai mis Yantunen pour faire une fois de plus le lover. T'aurais mis Ouais, Tyson Ward. Oui, mais c'était dans mes mentions, Shorts Ward. Même s'ils m'ont bien énervé cette année, j'ai quand même Ezonia et Moussa. Ah non, j'ai aucun madrilène. T'as aucun Balkan? T'as pas honte? Non, pas. Non, parce que voilà, ils ont été frustrants toute la saison. Il y en a un qui va aller à Barcelone, l'autre à Dubaï. Arrête, il y en a un, il a signé pour longtemps. On lui a mis beaucoup d'argent l'été dernier. Voilà. J'ai bien compris que t'aimais pas. J'ai quand même remis le Demirotic. Oui, on a bien vu. J'ai mis le Demirotic. Tu vois, ça je te dis, par contre, on les remet pas, Voilà, mais j'y ai pensé quand même. Pour faire vraiment le gars, j'ai mis Britswell Anderson. Voilà, mais alors bon, c'est voilà. Je me suis dit Hall avec qui? Hall avec NHD ou Hall avec Melly? Je sais pas. Dashun Pierre. Zagors. Voilà, j'ai mis pour te faire plaisir, j'ai mis un petit Malédon Sacco. Toi t'as mis Robertson, mais pour le début de saison, il fallait un clin d'œil. J'avais envie de mettre Sacco parce que c'est la vraie connexion pure. Ça fait vraiment les deux copains jeunes qui se bagarrent, mais sur le papier c'est autre chose. Les deux copains jeunes. Et bah tu sais qu'ils se tiennent un peu par la main, quoi. Ils viennent d'arriver et tout. Avec le petit cartable comme ça. Ça échange le tortangle contre un métamorphe, voilà. Et je crois que c'est tout, voilà. On aurait peut-être pu dire Thompson, Poirier, mais voilà. Globalement, on a fait pas assez pour moi, tu vois. Ok. Oui. Bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire une fois de plus. Je pense que vous pouvez nous proposer pas mal de belles paires. Que ce soit avec Mathieu Strazel ou Nadir Ifi, on est prêt à vous écouter avec plaisir. Celui qui nous met du Marcus Howard, alors là. Aucun choix. Ah, le petit Marcus Howard avec TLC. Rokiavopoulos. Ah là, mon gars. Je veux qu'on ait ce débat-là. Ça serait beau. T'es pas épais par un duo Yaramaz et Rice, toi, non? Je préfère Savkov. Bah après, je dis ça, j'en ai pris 55 par la paire, donc... Hein. Voilà. Ça, j'ai pas voulu remuer le couteau dans la plaie, mais il va falloir qu'on en parle sur nos... Et le couteau, la hache, la tronçonneuse, la possibilité de finir avec ton meilleur bilan. Bon, c'est encore faisable, il reste une journée, mais c'est Monaco. C'est contre Daniel Theis. Et puis, t'aurais pu passer devant Baskonia, c'est moche. Hein. Mais bon, je veux pas vous jeter la dernière pierre. Bah écoute, il y a un mec qui a regardé le match de la première à la dernière minute, donc putain, ça va coûter cher en psychologue, tout ça. Ah, c'était une belle saison. C'était une belle saison. Lucas, on arrive donc à la fin de cet épisode. On se rejoint très très vite parce que là, on va basculer dans la folie du mois d'avril.
les Américains sont en pleine folie du mois de mars. Nous, on va tomber dans celle du mois d'avril. Il Merci y a l'Eurocup encore à de côté, m'avoir. la fameuse finale. Il y a l'Eurocup. Ouais, la finale qu'on n'a pas senti venir tout de suite. Non, mais ouais. Mais ça tient à un tir de Marcus Foster. Bon, c'est comme ça. Merci Lucas de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à aller checker tous nos réseaux sociaux, à suivre la chaîne YouTube, à aller mettre des pouces, commenter, essayer de nous aider pour le Donnez-nous votre référencement. avis. C'est le meilleur moyen de nous soutenir en ce moment. On va repartir regarder nos matchs, préparer la suite de la saison parce qu'il va se passer encore plein de trucs. Lucas, à très bientôt. Regardez du basket avec passion. Ciao ciao.